euh, que vous m'expliquiez un petit peu. Il y a deux éléments, j'imagine, dans ce que vous êtes en train de faire. Il y a une action contre la NSM et puis il y a après une plainte contre une plainte au pénal. Si vous pouviez m'expliquer un petit peu les deux éléments. Ah, en fait, si vous voulez, tout ça, ça s'inscrit dans un contexte que vous connaissez, peut-être même mieux que moi d'ailleurs, qui est ce débat sur la chloroquine. Ce débat sur la chloroquine, il a pris, je crois, une ampleur telle que nous sommes face à une difficulté. Je ne crois pas dans l'histoire contemporaine du médicament, et peut-être même dans l'histoire du médicament, qu'on ait eu un tel problème avec une molécule finalement, somme toute, extrêmement ancienne, sur laquelle il ne devrait pas y avoir de difficulté. La seule difficulté qu'il aurait pu y avoir, et qu'il aurait peut-être effectivement dû y avoir, pourquoi pas, c'est celle de son efficacité, sur laquelle je vais revenir un instant. Le problème, c'est que on a réussi cet exploit de passer du débat de l'efficacité au débat de la toxicité. Et pourquoi je dis que c'est un exploit? Parce que finalement, c'est là où le bas blesse. Si on avait engagé le débat sur le terrain de l'efficacité, de manière raisonnée et rationnelle, on aurait pu dire c'est un avis d'expert contre un autre avis d'expert ou avis d'une communauté contre une autre, et on en reste là, et le débat reste au niveau scientifique. Sauf qu'on a vu ce débat se déporter du niveau scientifique à un autre niveau. Et on l'a vu par un glissement qui est celui de la toxicité, où à un moment, on est passé pour une raison qui sera à jamais un mystère, et je vais y venir, sur le débat de la toxicité. On est allé dire que la chloroquine était toxique, et tellement toxique, qu'elle engendrait des aggravations, voire effectivement des décès, au point qu'il faut interrompre, qu'il ait fallu interrompre des essais cliniques sur lesquels également je reviendrai. On a eu cet article du Lancet, dont tout le monde est mieux informé que moi. Le paradoxe, c'est que Didier Raoult m'a choisi comme avocat, alors que je suis peut-être le moins informé, j'étais le moins informé en tout cas, de cette question. J'ai suivi ça d'assez loin. J'ai suivi ce scandale du Lancet. Et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est pas tellement finalement que le Lancet se plante, pourquoi pas, c'est déjà insolite, mais pourquoi pas, mais c'est que des États, un peu à la chaîne, aient pris des décisions avec une hâte assez remarquable de suspension d'essais cliniques sur la foi du fait que l'hydroxychloroquine était non seulement ne fonctionnait pas, mais était dangereuse. Très bien, sage application du principe de précaution, dont on va voir qu'il n'a pas toujours été au cœur des décisions publiques quand même. Et c'est là où on a un problème. Avec le remdesivir, on va voir que finalement, cette précaution, ce principe de précaution appliqué d'une façon pour le moins singulière et avec un parapluie géant qu'on déploie, nul ne saurait leur en faire reproche, ils ne le se sont pas appliqués dans un autre contexte. Bon. Je peux vous interrompre juste. Est-ce que vous pourrez considérer, parce que c'est très intéressant, est-ce que vous pourriez considérer qu'il y a une forme d'inversion de la charge de la preuve, puisqu'on passe de l'efficacité à la toxicité? Je vais le dire différemment. Je vais dire que je ne comprends pas pourquoi on est passé du... Enfin, je vais le dire encore différemment. Je pense que là où on est face à un scandale, l'avocat, j'exerce depuis un moment, je fais ça depuis longtemps, et là où, si vous voulez, il y a un truc, c'est quand on commence à tordre l'évidence. Si vous voulez, il y a un truc. Dans des écritures devant un tribunal, quand on commence à ne plus faire un rappel objectif des faits, mais dans les faits, commencer à y mettre une petite touche d'appréciation personnelle, quand on commence à distordre les faits, c'est que c'est un truc qui ne va pas, c'est qu'on n'est pas sûr des faits. Or là, c'est un peu ça. On passe du débat de l'efficacité, et comme pour occulter ce débat de l'efficacité qui ne paraît pas si évident que ça, pourtant tout le monde dit qu'il est évident, mais s'il est si évident, alors restons sur le terrain de l'efficacité. Pourquoi est-ce qu'on porte le débat sur la toxicité? Pourquoi est-ce qu'on vient chercher la toxicité d'une molécule dont il est notoire que ça ne peut pas être le cas, dont il est notoire que c'est absolument pas le cas? Et tant et si bien, je vais vous dire, ce qui m'amuse beaucoup, depuis que je suis l'avocat du professeur Raoult, c'est que je reçois des quarantaines, je crois que ce matin, j'ai dû recevoir 30 mails. Et donc, j'ai pris le parti,
compliqué de les lire quand même un par un, parce qu'ils émanent de médecins. Et j'ai des médecins du monde entier. C'est assez phénoménal pour le coup. J'ai des médecins du monde entier, qui m'écrivent, alors en anglais, d'autres en portugais, ce qui n'est pas simple, qui m'écrivent en disant « Mais qui a pu un jour dire que la chloroquine était toxique ? Qui un jour a pu dire que la chloroquine était toxique ? C'est le plus gros mensonge qu'on ait jamais finalement dit, qu'on n'ait jamais proclamé, tant et si bien que certains médecins africains, par exemple, je pense là à quelques médecins du Mali ou du Sénégal qui m'ont écrit en disant « Mais qui a pu vous mettre dans la tête, j'aime bien cette expression, qui a pu vous mettre dans la tête que la chloroquine était toxique ?» Et ça, je crois que c'est le nœud du problème. Et pourquoi je vous dis que c'est le nœud du problème? Pas l'inversion de la charge de la preuve. Mais vous voyez bien ce qui se passe, et c'est ça qui me pose un problème. C'est que dans le RTU, parce que moi je ne suis pas là pour faire un débat scientifique, Didier Raoult a demandé une RTU, donc RTU qui est cadrée par les textes, et donc la NSM répond en disant « Ah ben non, je ne peux pas vous la donner la RTU, parce que non seulement ça ne marche pas, bon, mais surtout, c'est toxique, c'est dangereux. Le risque est supérieur au bénéfice. » Mais quel risque? Comment la même instance qui a validé il y a 2 mois une ATU, non pas une RTU, mais une ATU du remdesivir, peut venir m'expliquer aujourd'hui qu'elle refuse une recommandation d'utilisation pour la chloroquine qui serait toxique? C'est ça qui met la puce à l'oreille. C'est ça le nœud du problème. Qu'est-ce qui fait passer le débat du terrain scientifique au terrain juridique? C'est ça qui le fait passer. C'est que la même agence est capable finalement de venir m'expliquer qu'une molécule en vente libre jusqu'à une époque récente est dangereuse contre l'avis ultra majoritaire, sinon même unanime, de la communauté scientifique, de l'autre, vient promouvoir une molécule qui, pareil, aujourd'hui, avec un consensus scientifique, le consensus scientifique vient dire que cette molécule est dangereuse, non seulement inutile, mais dangereuse, réellement dangereuse cette fois. C'est plus seulement une dangerosité alléguée, c'est une dangerosité prouvée. Et donc, à un moment, on est obligé de se poser la question, est-ce que cette différence de traitement n'est pas le cœur du problème? Et donc, si la toxicité n'est pas avérée, et si finalement on est capable de distordre le réel au point de promouvoir une molécule contre l'évidence, ne peut-on de la même façon distordre le réel pour freiner une molécule? Et du coup, on pourrait se demander pourquoi. Pourquoi freiner une molécule pour en promouvoir une? Mais peut-être que la réponse est dans la question. Peut-être que finalement, on a privilégié le remdesivir par rapport à la chloroquine, et si je le dis différemment, peut-être qu'on a dû distordre les faits et trouver des aggravations réelles à la chloroquine, c'est-à-dire réelles au sens où aller les chercher, les provoquer même, pour effectivement venir à la fin faire en sorte qu'il ne reste qu'une seule molécule sur le tapis, le remdesivir. Et on assiste à un phénomène extraordinaire qui, pour moi, voilà, quand même, j'ai un peu l'habitude des médocs et du droit des médicaments, on assiste à un phénomène extraordinaire qui est une molécule qui est décriée par la communauté scientifique, qui est dite comme dangereuse, et qui est promue par l'Agence européenne du médicament et qui est promue par l'autorité nationale française. Et on va aller acheter, en tout cas en Europe, les stocks de médicaments. Donc il y a un traitement, vous dites qu'il y a une forme de traitement différencié entre l'évaluation de divers traitements par les NSM. Alors, ce que dit Didier Raoult, j'ai eu deux très longues, on en reparlait ce matin d'ailleurs avec lui, il explique quelque chose que je crois intéressant finalement. Si vous voulez, je voudrais m'arrêter un très court instant, sur Didier Raoult. Pourquoi je voudrais m'y arrêter? Parce que moi, je ne le connaissais pas. Je vais vous dire franchement, je ne le connaissais pas et je ne m'y intéressais pas, et peut-être même qu'à certains égards, il m'agaçait, et je trouvais ses propos un peu Raoult contre le reste du monde. Et voilà, je me méfie toujours un peu
peut-être ai-je tort, mais j'ai une tendance à considérer naturellement dans un groupe que la majorité a souvent raison par rapport à l'individu. Et donc, quand il m'a proposé d'être son avocat, j'ai voulu creuser un peu le truc quand même, l'entendre, lui, l'écouter en dehors des plateaux télé, mais une discussion de lui à moi. Et je dois avouer qu'il a soulevé des questions. Je n'ai pas les réponses. Je me garderai bien d'apporter les réponses et à la justice de les apporter. Mais il a soulevé des questions. Il a dit, reprenez mes propos de février, reprenez mes propos de mars, reprenez mes propos d'avril et reprenez ce que je dis depuis le départ, c'est-à-dire qu'on cherche à nous vendre le remdesivir. Depuis le début, je dis qu'on cherche à nous vendre le remdesivir. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a fait? On nous a vendu le remdesivir. Et depuis le début, je dis en tout cas depuis assez longtemps, je dis, la chloroquine, il y a un problème parce qu'on veut promouvoir le remdesivir. Et qu'est-ce que fait la NSM en bout de course? À 2 mois d'intervalle, elle promeut le remdesivir et elle attribue une dangerosité à la chloroquine. Maître, juste, enfin, vous parlez beaucoup d'hydroxychloroquine, mais dans le RTU, enfin dans le refus de la RTU, de la NSM, ils parlent bien de la bithérapie. En fait, ils disent associé à l'azithromycine. Donc, quand vous parlez d'hydroxychloroquine, c'est de la bithérapie. En fait, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a un biais. C'est-à-dire que la RTU qui est refusée sur la bithérapie, rien que ça, c'est un problème, en fait. Parce que l'azithromycine, elle est indiquée, en fait, elle n'est pas tellement hors AMM, l'azithromycine, dans l'indication qui est celle dans laquelle utilise l'IHU, par exemple. Ce qui fait débat, et dont on sent bien que ça fait débat, c'est l'hydroxychloroquine. Et pour une raison très simple, c'est que, au fond, les études qui ont été menées, et notamment sur lesquelles s'appuie la NSM, sont principalement sur l'hydroxychloroquine, si vous voulez. Cette bithérapie, on ne peut pas venir raisonnablement dire que la bithérapie est dangereuse. Ce qui est attribué comme dangereux, c'est l'hydroxychloroquine. Et on sent bien qu'en tout cas, c'est comme ça que Didier Raoult le lit, et c'est comme ça que je le lis également, c'est qu'au fond, le problème dans le couple, si je puis dire, c'est l'hydroxychloroquine. Okay. Vous parlez beaucoup du remdesivir. En fait, l'hydroxychloroquine, on a vu qu'il y avait un débat sur la fourniture en hydroxychloroquine à l'IHU, puisqu'il y aurait eu une discussion entre Sanofi et le ministère de la Santé pour ne pas les uns se renvoient la balle pour ne pas fournir l'IHU en hydroxychloroquine. Donc le remdesivir fabriqué par le laboratoire Gilead, Sanofi fabriquait l'hydroxychloroquine qui est tombée dans le domaine public. On ne parle pas beaucoup du rôle de Sanofi là-dedans. C'est une vraie question. Alors, c'est une vraie question. C'est une question que se pose Didier Raoult. C'est-à-dire qu'il y a 2 options. Soit le ministère de la Santé est intervenu pour dire à Sanofi, voilà, en gros, éviter de livrer la chloroquine, enfin, si on veut faire simple, soit ce n'est pas le cas, et c'est Sanofi qui joue un double jeu. En tout cas, ce que je sais 2 choses. C'est que de la décision d'attaquer du refus de RTU, il y a un point qui me pose problème. Il y en a plein, il y en a un qui me pose problème. C'est que déjà, formellement, je n'ai pas la preuve que Sanofi ait été consulté et donné son avis. Or, c'est une obligation. N'est pas fait mention de la consultation du distributeur, et du fabricant d'ailleurs. N'est pas effectivement fait, cette mention n'existe pas. Et ça, c'est déjà un premier motif d'illégalité. Je ne vois pas comment il serait possible de mettre cette décision alors qu'il est textuellement ordonné que le fabricant, le laboratoire, soit consulté. Comment j'apporte la preuve qu'il est consulté? Premier élément. Deuxième élément. Je ne crois pas, si vous voulez, que le ministère se soit mêlé de cette histoire. Franchement, j'y crois pas. Parce que sinon, ce serait vachement grave, mais je n'y crois pas. Et tant et si bien que ce qui pend au nez de Sanofi, s'il joue un peu trop au con, pour faire simple, c'est un refus de vente.
Sanofi n'a pas à refuser la vente de la chloroquine. À partir du moment où je suis une pharmacie à usage intérieur, je commande ce que je veux et le rôle du laboratoire, du fabricant, c'est de me donner cette molécule sans qu'il ait à se poser la question, c'est la première fois que je vois ça, de l'indication dans laquelle elle est prescrite. C'est pas son problème. C'est pas son problème. Et donc ça, c'est le point qu'il faut creuser. Et vous voyez bien ce qui se passe. C'est là où Didier Raoult dit quelque chose d'intéressant. Il dit, OK, eh bien, puisqu'on en est là, il y a eu 3 phases dans ce débat. Scientifique, politique, on est passé au stade politique, et bien maintenant, peut-être qu'il faut en passer au stade judiciaire. Et ça m'intéresse parce que à chaque fois qu'il y a eu un scandale de santé publique, l'Agence du médicament, peu ou prou, s'est retrouvée imbriquée dans l'histoire. On sait historiquement qu'il se passe des choses pas claires. Je veux dire, c'est un secret de polichinelle. On va pas jouer les vierges effarouchées. Je vais pas parler de conflit d'intérêts, je vais pas me mettre à dire que l'un est acheté par l'autre. Mais on sait très bien que l'histoire le montre, que les grands scandales de santé publique viennent, alors on essaye de faire croire qu'ils viennent d'une absence de pharmacovigilance et que donc c'est pour ça, c'est ce qu'on dit, j'entends ça et là, que non, enfin la NSM joue son rôle de pharmacovigilance. Non, la vérité, c'est qu'on arrête les conneries. On sait très bien que les vrais scandales de santé publique, ils viennent pas d'un défaut de pharmacovigilance, ils viennent d'un problème de la NSM qui a fricoté avec des gens à qui il fallait pas fricoter et qui a priorisé certains laboratoires par rapport à d'autres. C'est historiquement le cas. Quand on prend le Mediator, c'est historiquement le cas. Pourquoi la NSM s'est retrouvée, enfin ce qui était l'AFSAPS, s'est retrouvée, moi je l'ai plaidé, s'est retrouvée effectivement au banc des accusés, c'est parce qu'à un moment donné, personne ne s'y est trompé. Il y a eu des trucs, des appointances entre les personnes. Mais c'est là où il va y avoir un rôle à poser. Enfin, je le redis, cette différence de traitement, telle que vous l'évoquiez d'ailleurs, vous avez employé cette expression de différence de traitement, la différence de traitement entre une molécule dont on sait qu'elle est nocive et une dont on invente la nocivité, la question c'est pourquoi ? Pourquoi j'ai besoin d'inventer une nocivité ? Si la chloroquine ne marchait pas, il suffisait de dire la chloroquine ne marche pas. Et vous connaissez mieux que moi, puisque vous en avez parlé, j'avais vu dans vos colonnes, il y a quelque temps, mais vous connaissez finalement ce scandale, enfin ce scandale de l'étude Discovery, où finalement on a un élément qui tend à établir que la chloroquine aurait des effets, sauf qu'on a interrompu les essais. Donc, quand Didier Raoult dit, si vous voulez, si je veux faire simple, on a fait en sorte de flinguer l'hydroxychloroquine un peu par tous les moyens, la question c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu le même égard pour l'autre molécule? Pourquoi depuis au moins mars sur les plateaux télé, on nous explique que c'est le traitement de l'espoir? Pourquoi on nous explique, alors même qu'on a commencé à avoir des éléments, Didier Raoult est un des premiers à avoir dit ça ne marchera pas et ça ne marche pas. Pourquoi est-ce qu'effectivement, depuis mars, on nous dit, non mais regardez, c'est la molécule de l'espoir, c'est le traitement de l'espoir. Et aujourd'hui, on dit quoi? Et vous regardez aujourd'hui ce qui m'amuse beaucoup, regardez sur les réseaux sociaux, il y a un truc assez amusant. Alors pour le coup, je trouve ça assez marrant. Il y a une partie des communautés médicales, ceux qui viennent discréditer la chloroquine, admettons, se montrent, mon Dieu, impitoyables avec les effets secondaires. C'est dangereux, c'est une catastrophe, ça provoque des torsades de pointe, ça provoque un allongement de l'onde QT. Mais qui vient critiquer la décision de la NSM? Qui vient? Je l'ai tweeté, ça. Ils ont dit donc. J'ai pas entendu, moi, des gens se déchirer les vêtements sur une agence qui vient promouvoir un traitement inefficace et dangereux. Vous avez vu la HAS vous dit ça marche pas, mais oui, ça pourrait être dangereux. Elle évite soigneusement de qualifier ça de dangereux, alors qu'on le sait. C'est notoire. Mais ça ne pose problème à personne. C'est curieux quand même. C'est curieux cette communauté médicale à l'indignation sélective. Ah mais moi j'ai pas de problème avec l'idée qu'on se batte parce que la chloroquine aurait des effets secondaires, etc. Pourquoi pas? C'est pas le cas, mais pourquoi pas? Mais alors ayons l'indignation pour le remdesivir et cette promotion du traitement. Personne n'a cette indignation. Personne n'est venu écrire à l'agence du médicament en disant « Enfin, bande de salopards, vous êtes en train de promouvoir un traitement qui tue des patients, qui les met en danger, gravement. »
qui signifie, au demeurant, vous faites rembourser à la collectivité un traitement dont il est notoire qu'il est inefficace. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Moi, j'ai entendu des Karine Lacombe, des Nathan, j'ai entendu tout ce monde-là, il n'y a pas de problème. Venir critiquer la chloroquine, s'indigner, jeter aux orties la chloroquine et dire que professeur Raoult tuait des patients. Mon Dieu, ça s'est bien vu d'ailleurs. L'IHU a un nombre de décès majoritairement supérieur au reste du monde, et au Maroc et en Tunisie qui l'utilisent aussi d'ailleurs. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont des lupus sont morts aussi. Bref, mais elle est où leur indignation pour le remdesivir? Et donc, je termine là-dessus, pour vous dire qu'on voit ce qui s'est passé. On a induit un biais de sélection, c'est-à-dire on a réussi finalement, le tour de force, c'était beau de faire ça, parce qu'on est arrivé, si vous voulez, à force de répéter un mensonge, il devient une vérité. On a répété auprès d'une communauté scientifique abreuvée de tout et n'importe quoi que le remdesivir fonctionnait, et donc aujourd'hui, il est difficile, on le reconnaît qu'il ne marche pas, mais quand même, on ne va pas s'indigner. Il y a... Ouais, vas-y. Je pense, le professeur Yas Dampana, qui est à la télévision la semaine dernière, a déclaré que, avant que les études soient publiées, le remdesivir ne fonctionnerait pas. Il y a eu hier ou avant-hier, une déclaration de Marie-Paul Kieny de l'INSERM dans Science Magazine qu'ils avaient subi pas mal de pression de la part du laboratoire Gilead sur les résultats dans Solidarity. On a l'impression qu'il y a un changement de cheval, un revirement de bord? Si vous voulez, il y a un truc quand même. Moi, je suis... En droit, un truc, je ne sais pas ce que c'est, mais... Alors, je vais vous dire ce que c'est. C'est une coïncidence, une anomalie. Le chiffre d'affaires de Gilead. J'ai été stupéfait de voir la progression du chiffre d'affaires. Les mecs, si je comprends bien, ils mettent... On en est encore à la phase d'essai. Alors, sauf aux États-Unis où il y a eu l'autorisation, mais on va dire qu'on était à la phase d'essai. Il n'y avait rien de vendu en tant que tel. Le traitement était, paraît-il, à l'essai. Les autorités nationales étaient en train d'essayer ce traitement. Le chiffre d'affaires de la société a explosé grâce au traitement. Comment je fais pour avoir une augmentation aussi notable d'un chiffre d'affaires d'une société dont le traitement ne marche pas et est dangereux? C'est peut-être par là qu'il faut commencer. Commencer par la fin. Commencer par expliquer cette anomalie. Si je vends un produit foireux qui est en phase de test, d'abord pourquoi, alors qu'il est en phase de test, j'ai une augmentation aussi importante du chiffre d'affaires? Et si mon produit est foireux et que tout le monde le sait, je vous garantis qu'effectivement, mon chiffre d'affaires ne devrait pas augmenter. Donc pourquoi il va augmenter? Eh bien, c'est ça. Concurrence déloyale? C'est la question à laquelle la justice devra répondre. En tout cas, elle devra se poser la question de savoir, est-ce qu'il est... Moi, je vais commencer par là. Je vais commencer le début, le milieu et la fin. Si vous voulez, quelque part, ça va être ça. Ça va être de dire, je vais reprendre un peu ça. Gilead, c'est lui. Le remdesivir, c'est ça. Ça ne marche pas. Voilà le chiffre d'affaires de Gilead. Ça vous semble normal? Et si vous voulez, je ne connais pas, je ne suis pas un scientifique, je ne connais pas, je l'ai toujours dit, ce n'est pas à moi qu'il appartient de se prononcer sur une question aussi complexe que un traitement, le fonctionnement d'un traitement ou pas, mais par contre, je connais les juges. Et je sais ce qui les intéresse. Et je vous garantis qu'ils sont loin d'être cons. Et qu'on l'a vu dans l'affaire des perquisitions, ils sont loin d'être cons. Et qu'à un moment donné, quand il y a un truc qui cloche, soyez certains que l'ANSM, si vous voulez, est connue comme le loup blanc au pôle de santé publique, et donc ça ne les étonnera pas plus que ça si on a un nouveau scandale. C'est ça l'idée. Juste pour les auditeurs, vous pouvez expliquer un petit peu ce qui va se passer en termes d'étapes au niveau du recours, juste pour nous expliquer un petit peu. Il y a les deux recours. Il y a le Conseil d'État qu'on saisit. Là, j'attends la validation de la requête. Il a validé la requête en annulation. J'attends la validation par Didier Raoult de la requête en référé suspension qui lui a été envoyée. Et donc, ce sera déposé lundi matin. Enfin, une a été déposée aujourd'hui, mais la deuxième sera déposée lundi matin. Parce qu'on va demander l'annulation de la décision du RTU. Mais vous savez que ce n'est pas suspensif.
Et donc, effectivement, il faut que je fasse une requête en référé suspension pour demander la suspension immédiate de la de décision. la décision. Et ça va prendre combien de temps d'après vous, juste? La suspension va prendre une quinzaine de jours. Enfin, la décision ou non de suspension. Maintenant, la suspension, j'y crois pas beaucoup, parce que les conditions sont très strictes et que ça se tente, mais c'est pas certain que ça passe. Parce qu'on a quand même des grosses conditions d'urgence. Enfin, c'est compliqué. Et la requête en annulation va prendre un peu plus de temps. Et ça, on va être sur des délais qui vont être 6 à 9 mois. Après la plainte pénale, on la dépose auprès du parquet de Paris lundi, très probablement. Non, oui, enfin, elle aussi, là, elle sera envoyée à Didier Raoult tout à l'heure, et elle va suivre son chemin. Il y aura une information judiciaire qui est ouverte, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, et le dernier élément qu'il faut comprendre, c'est que Didier Raoult n'a pas besoin de la RTU pour continuer à délivrer ou à prescrire le traitement qu'il promeut, au sens où effectivement il l'a toujours fait au RAMM et continuera de le faire au RAMM. Il se bat non pas d'abord pour pouvoir délivrer quelque chose, et parce qu'il n'a pas besoin de l'autorisation de qui que ce soit. Il est médecin, professeur reconnu, et il sait ce qu'il fait. Et s'il a envie de faire quelque chose, je vais vous dire un truc, c'est que personne ne pourra l'empêcher de faire ce qu'il veut. Mais, à un moment, il considère qu'on est allé trop loin dans cette affaire et qu'il faut que la vérité éclate. Je suis content d'ailleurs de l'entendre. On s'est entendu sur ce point. Ce qui l'anime profondément, c'est que la vérité soit faite. Parce que, dit-il, on assiste au plus grand scandale sanitaire de tous les temps et il ne faudrait pas qu'on en prenne l'habitude. Et que donc le seul moyen pour pas qu'on en prenne l'habitude, c'est que ces gens se disent qu'ils auront des comptes à rendre auprès de la justice pénale. C'est-à-dire, c'est ça l'idée. Et donc, c'est ce qu'on est en train de mettre en place, c'est finalement à ce qu'une enquête pénale ait enfin lieu et que des perquisitions aient lieu et qu'on aille chercher un peu dans les tiroirs de la NSM qui savait quoi quand à propos du remdesivir. Juste pour revenir, donc vous dites que Didier Raoult peut prescrire, mais encore faut-il qu'il ait accès aux médicaments. Que Sanofi ne peut pas empêcher la livraison, hormis si jamais ils en ont plus. Donc si jamais, en admettant que Sanofi n'ait plus de stock, il peut aller se fournir à l'étranger? En théorie, je vais vous répondre oui. D'accord. Mais, Quid, mais donc vous ça, avez dit aussi que Didier Raoult pouvait donc prescrire, bien sûr s'il a le produit, mais quid des autres médecins? En fait, parce que le refus de la RTU, de la NSM, comment est-ce que ça impacte les autres médecins qui aimeraient soigner leurs patients, qui aujourd'hui ont des doutes, qui aujourd'hui ont des questions, et on sait qu'on est dans une deuxième phase de l'épidémie. Euh, alors, certains disent que c'est une deuxième vague, d'autres disent que c'est une nouvelle vague. On n'est pas là pour débattre de ça. À la fin, il y a des patients, et je pense qu'un médecin veut soigner ses patients, et le médecin veut avoir toutes les armes nécessaires pour soigner. Donc, si on doit attendre 9 mois pour avoir une réponse, qu'est-ce que peuvent faire les médecins dans l'intérim? en fait, dans tout état de cause, ce qu'ils font, ce qu'ils peuvent faire, c'est ce que fait Didier Raoult finalement. C'est une prescription en RAMM. La prescription en VMM a toujours été possible. Simplement, ce qui avait bloqué au mois de mai, c'était la délivrance en ville du produit. Cette curiosité très française, selon laquelle, effectivement, on avait le droit de prescrire un truc, mais qui ne pouvait pas être délivré. Ça, voilà. On a inventé un nouveau concept. Aujourd'hui, cette interdiction de délivrance, elle a sauté. Donc, après, le médecin, évidemment, se retrouve soumis aux limites de la prescription en VMM, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a des conditions. Et d'ailleurs, je vais vous dire, alors c'est pas tout à fait vrai ce que je dis, parce qu'il y a un tempérament, mais quelque part, le remdesivir, la promotion du remdesivir, elle pourrait presque être considérée comme empêchant, hors AMM, la prescription de chloroquine. Pour la raison suivante, c'est que certes, enfin, je vais vous expliquer pourquoi, il y a une limite, mais parce que en fait, pour prescrire hors AMM, il faut qu'il n'y ait pas d'équivalence. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un traitement
équivalent. À partir du moment où j'ai un traitement dans le cadre du Covid qui a une équivalence, ben on pourrait dire, vous ne pouvez plus prescrire ORMM. Les conditions sont plus bonnes. Vous avez un traitement avec une ATU. La limite qu'on pourrait y trouver, c'est que le remdesivir est prescrit dans les formes graves. Didier Raoult parle de la chloroquine dans les formes légères. Mais c'est une différence qui tient un cheveu. Mais oui, aujourd'hui, si vous voulez, la seule chose à faire pour les médecins qui voudraient prescrire la molécule, dans les limites, avec les limites que ça comporte, c'est la prescription ORMM. D'accord. Donc, un médecin, il va prendre ses responsabilités pour prescrire, puisque hors AMM, on va dire que ça veut dire qu'il prend ses responsabilités. Bah, l'AMM, elle est une présomption. L'AMM, c'est deux choses, si vous voulez. L'autorisation de mise sur le marché, elle induit deux choses. Elle induit un remboursement, mais pas uniquement, pas forcément d'ailleurs, mais généralement c'est le cas. Et elle induit surtout une présomption de conformité aux données acquises de la science, et donc un renversement de charge de la preuve. Si je prescris la chloroquine dans le cadre du lupus, je n'ai pas à prouver que j'ai eu raison de prescrire la chloroquine dans le cadre du lupus. J'ai à répondre aux accidents qui pourraient survenir. Mais du coup, on ne pourra pas me reprocher une absence de conformité aux données de la science si je respecte les données d'autorisation de mise sur le marché. Si par contre, je suis hors autorisation de mise sur le marché, alors c'est autre chose. Parce que du coup, je n'ai plus de présomption, si vous voulez. Je n'ai plus l'outil, le secours, le recours de la présomption. J'ai du coup à apporter, moi, en cas de difficulté, la preuve de ce que, finalement, ce traitement, j'ai informé mes patients du risque encouru, ce qui suppose de le connaître. Ouais. Alors ici, c'est un tout petit peu différent, si vous voulez. Ici, c'est compliqué, cette question. Juste pour ouvrir une parenthèse et la refermer. Je ne crois pas, à titre personnel, mais c'est moi que ça concerne, que des médecins seront poursuivis pour avoir prescrit du Plaquenil ORMM. Je ne le crois pas. En particulier par les patients, sauf s'il y a un accident grave, ce qui quand même apparaît pour le moins peu probable. Là où ça pose une difficulté courte, c'est que on a atteint un tel niveau d'hystérie avec cette histoire que des médecins pourraient se dire « je ne veux pas prendre le risque de le faire ». Mais il faut faire attention, parce que à force de ne plus prendre le risque de soigner, eh ben, on ne prend plus le risque de guérir. Il est là le problème. Et moi, je trouve que ce qu'il y a eu de détestable dans l'affaire de la chloroquine, et je termine vraiment sur ce point, c'est qu'on s'est immiscé dans le rapport patient-médecin. On a induit une présomption de charlatanisme des médecins qui prescrivaient du Plaquenil. On est arrivé quand même à faire en sorte de discréditer la parole des Africains en disant c'est des Africains. Et ce sont les mêmes qui sont les apôtres de l'antiracisme. Qu'est-ce qu'il y a de plus raciste que de venir regarder les Marocains dans les yeux en disant mais ils prescrivent la chloroquine parce qu'ils ont que ça, c'est pas cher, ils ont rien. Alors ils le prescrivent les Sénégalais, les Algériens, en disant mais non, mais vous comprenez. Et c'est quoi la prochaine étape? C'est des bougnoules? C'est ça que vous cherchez à dire? Et que donc ces mecs-là, qui prescrivent là, c'est le ministre de la Santé marocain qui vous dit moi, j'assume. Qu'est-ce que vous cherchez à dire? Que ces types-là ne sont pas médecins? Que c'est une médecine de sous-catégorie? C'est ça que vous cherchez à dire? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites, là, quand même, à un moment donné? Ça devrait quand même nous interpeller. Alors, on parle effectivement de Trump, de Bolsonaro, regardez, ça marche pas, sans prendre en compte les contextes, d'ailleurs, compliqués sur le plan politique. Mais on a l'Afrique. À nos portes, on a le Maroc. Le ministère de la Santé marocain a fait une interview récemment en disant, moi, j'assume et ça marche. Qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? C'est politique. Qu'est-ce que c'est que cette façon de parler des autres, quoi? On a fait la même chose avec l'Italie, je vous rappelle. Hein. L'Italie, en mars, on a dit, mais c'est quoi les Italiens là? Quand moi je disais, attention, ils sélectionnent leurs patients, les gars, là.
Mais c'est quoi ces mecs-là? Les Italiens sont des Italiens, rappelez-vous, hein, Sibeth Ndiaye. Les Italiens sont les Italiens, les Marocains sont les Marocains, les Sénégalais sont les Sénégalais. Ben moi, je suis désolé, mais ça me pose un problème. Et alors, la raison pour laquelle j'ai accepté de défendre cette cause, c'est à cause de ça. C'est pour ça. Okay. Parce qu'à un moment, je ne supporte pas l'idée qu'on vienne dire les autres, à l'étranger, sont des sous-catégories de citoyens, des sous-catégories d'États, et ils le font par dépit, parce qu'ils n'y connaissent rien. Et oh, on n'a qu'à les coloniser. Hein. Vous êtes en train de dire qu'on a péché par excès d'arrogance intellectuelle? Je suis en train de dire qu'on a encore fait les Français. C'est-à-dire que les Italiens disent un truc, vous savez que j'ai vécu 6 ans à Rome, j'ai un cabinet, les Italiens disent un truc que je trouve ici, là, que je trouve assez merveilleux. Ils disent, vous et nous, on est pareil. La différence, on est dans la même merde, à part que nous, on le reconnaît, vous faites semblant que vous n'y êtes pas. C'est extraordinaire, cette phrase. C'est-à-dire que nous, si vous voulez, je suis parfaitement d'accord sur le fait que la chloroquine, on a un problème. C'est-à-dire qu'en fait, si vous regardez d'un peu plus près, ce qui m'intéresse beaucoup avec la chloroquine, c'est que finalement, je le répète, hein, on a été capable de dire que ce produit était dangereux. On a été capable de tordre les faits. Là, prenez mon crayon, je le casse. Je veux dire, je le casse, quoi. Je casse la vérité, je casse le réel, et en essayant de le vendre comme étant précisément la vérité. Ça, c'est le problème. Celui qui vient me dire que ça, là, ce que je dis là, le fait que, les Marocains sont discrédités, les Algériens sont discrédités, les Sénégalais sont discrédités, pour ne prendre qu'eux, et que finalement, par ailleurs, on est capable de me dire que la chloroquine, c'est très dangereux, alors que c'est en vente libre, jusqu'à l'année dernière, celui qui est capable de me soutenir ça, eh ben, je vais vous dire, c'est précisément, parce qu'il y en a qui soutiennent, c'est précisément la raison pour laquelle j'ai accepté de prêter mon concours à Didier Raoult, et c'est précisément ce que la justice ira examiner. Vous venez de parler des Italiens. L'agence italienne du médicament, l'équivalent de NSM, n'a toujours pas avalisé l'hydroxychloroquine comme un traitement. Il y a une pétition qui a été lancée récemment par des médecins qui vont contre, on va dire, cette décision cette pétition forme une espèce de collectif, de collégialité entre médecins. Il n'y a pas eu la même chose en France. Alors, il y a eu Laissons-les prescrire, le collectif de... Alors, c'est un petit peu plus compliqué. C'est un tout petit peu plus compliqué. Oui, l'Italie, c'est un petit peu plus compliqué. L'Italie a dit la chloroquine, ça ne marche pas. Elle l'a dit à la suite de l'étude du Lancet. Et n'a pas republié. Mais néanmoins, elle a quand même ajouté ça n'enlève rien aux médecins quand on a le droit de le prescrire. Et de fait, aujourd'hui, vous avez effectivement des médecins qui le prescrivent. Et je me suis fait allumer sur Twitter à cause de ça. Mais moi, je suis sur un forum qui est le plus gros forum de médecins italiens, où effectivement, donc on peut l'estimer représentatif, et on a la déclinaison des traitements dans les formes légères à graves. Et l'hydroxychloroquine, azithromycine et vitamine D fait partie du panel de prescription, encore aujourd'hui, du médecin italien, semble-t-il, majoritaire, si j'en crois le sondage, qui a été effectivement fait. C'est ça l'idée. D'accord. Juste une dernière question. On a parlé à un moment ou à un autre de la non-délivrance. On n'a pas parlé du rôle du Conseil de l'Ordre des médecins qui a suivi, on va dire, les recommandations et qui a fait peut-être peur à certains médecins, à juste titre ou non juste titre. Vous avez une position là-dessus ? La position, vous parlez de qui? Le conseil quoi? Qui ça? Le conseil de l'ordre. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. C'est quoi? Il sert à quoi? Je ne sais pas. C'est quoi son rôle? J'ai pas compris. Ah, c'est celui qui a parlé en disant qu'on manquait de masques et c'est scandaleux? Ah non, c'est pas lui. C'est celui qui effectivement a interpellé vivement le ministre de la Santé en disant que envoyer des médecins au front sans armes, c'était le pire des scandales sanitaires de tous les temps.
Non, c'est pas lui non plus. Alors c'est peut-être celui qui, en février-mars, lorsqu'on était en phase 3 de l'épidémie depuis un moment et que les généralistes faisaient remonter le fait qu'ils voyaient des patients à poil, est venu interpeller d'une manière vigoureuse, on l'a entendu dans la presse sur BFM, il a fait effectivement le sitting dans le ministère de la Santé pour dire qu'on mettait les médecins en danger. C'est de lui dont vous parlez? Ah non, c'est pas de lui non plus, parce que lui, il ne l'a pas fait. Je sais pas, non. Donc je sais pas qui c'est. Ça intéresse qui, ce que pense le Conseil de l'Ordre? S'il y a bien quelqu'un qui s'est décrédibilisé dans cette affaire, c'est le Conseil de l'Ordre. Dans cette affaire, dans cette crise, il s'est décrédibilisé. Il n'existe pas. Alors oui, il vient avoir un soubresaut de venir effectivement là, il vient poursuivre, en tout cas, instrumenter une plainte, voilà, etc. Bon, okay, si ça l'amuse, qu'il le fasse. Mais je veux dire, vous savez, vraiment, hein, je fais ce métier depuis longtemps. Vraiment. Et de la santé publique et de la santé, j'en fais depuis longtemps. J'étais enseignant à la fac de médecine, ça fait longtemps que je fais ça. Quand on commence à s'acharner sur quelqu'un comme ça, quand on a besoin, on le voit hein, dans nos dossiers, quand on a besoin d'en rajouter et de forcer le trait, Didier Raoult charlatan, Didier Raoult machin, Didier Raoult truc, quand on a besoin d'en rajouter autant, c'est qu'on n'est pas sûr de soi. C'est qu'on n'est pas sûr de soi. Parce que, j'ouvre une parenthèse et je la referme. J'entends ça et là ce que Didier Raoult a dit, ce que Didier Raoult a ici dit sur la seconde vague, la première vague, la troisième vague, il s'est trompé. Vous voulez vraiment qu'on reprenne les déclarations de tout le monde? On les reprend, les déclarations de tout le monde? On les reprend vraiment? De certains médecins médiatiques? On reprend les déclarations de certains médecins qui aujourd'hui sont la star des plateaux télé, mais qui hier, au mois de février, disaient qu'il n'y aurait pas plus de morts qu'il y en avait 3, qui au mois de juin ont dit l'épidémie est derrière nous, qui se réjouissaient de l'allègement des mesures sanitaires. C'est facile d'avoir raison quand, finalement, évidemment, quand ça a commencé à remonter, ils ont dit ah, mais ça va flamber, ça va flamber. C'est toujours plus facile d'être alarmiste. Sauf que ce que je note à côté de ça, qui est quand même extrêmement important, c'est que quand on y regarde de plus près, c'est facile de pointer les contradictions de Didier Raoult qui ne sont qu'apparentes. Finalement, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir un avis. Ok. Mais ceci dit, ça ne m'étonne pas. Parce que fondamentalement, c'est bien le problème dans cette affaire, d'avoir un avis documenté. Ce que je note, c'est que quand on aura fait la même chose, moi je me suis intéressé, si vous voulez, de très près, pour le coup j'ai l'habitude de choisir mes clients, et donc j'ai vraiment eu une discussion très approfondie avec lui, avec Eric Chabrière, sur un peu l'IHU, il y a déjà quelques semaines, et sur un peu comment il fonctionnait. J'ai été bluffé. Et je ne l'ai pas fait tout seul, hein. C'est-à-dire que j'ai voulu qu'un des correspondants avec lesquels on travaille, un de nos consultants avec lesquels on travaille, qui est chef de service, voilà, on a été bluffé par l'organisation. Vraiment, hein, si on avait cette organisation-là aujourd'hui en France, je vous jure qu'on n'en serait pas là. Simplement, critiquer, c'est vachement facile, quoi. Alors ouais, Raoult, c'est un mec clivant. Mais pourquoi? Parce que c'est un mec qui a une personnalité, une vraie personnalité. Et ça, je veux dire, c'est effectivement le problème, c'est qu'à force d'avoir des gens plats, des gens qui sont des mecs qui sont tout le temps plats, avoir des mecs qui détonnent, bah c'est un problème. Ça devient en soi un problème. Il fallait qu'on ait raison contre Raoult. Vous imaginez, le mec qui affronte Raoult, quoi. Il fallait qu'il ait raison. Et on arrive, voilà, comme je disais tout à l'heure, on arrive à raconter des conneries, que la chloroquine serait dangereuse. Putain, mais je veux dire, on passe pour quoi? L'anecdote, je veux dire, juste pour l'anecdote. Je discutais hier matin avec un professeur de médecine, pour le coup, en infectiologie, à Rabat. Rabat, je crois à Rabat ou Marrakech, je ne sais plus. Très longue conversation. Et le type dit exactement ça. Il dit, dire que la chloroquine est dangereuse, les types qui le disent, on parlait de l'ordre tout à l'heure, si les médecins osent soutenir ça, ils devraient être tout de suite renvoyés en formation par leur conseil de l'ordre. Parce que c'est soit des menteurs, soit des incompétents. Le type est chef de service dans un service de maladies infectieuses. Donc voilà, on a tout dit une fois qu'on a dit ça. Hein. On a, juste pour finir, on n'a pas parlé du rôle des sociétés savantes comme la SPILF et on va dire du rôle de certaines associations. Par exemple, on va prendre les fake med qui ont une approche, on peut appeler ça normative de la médecine.
puisqu'il prône la règle d'or comme étant laissée, randomisée, en double aveugle. Est-ce que dans le cadre de la plainte au pénal, vous allez les interpeller ou les faire interpeller? Il y a deux situations différentes. Les sociétés savantes ont un rôle qui est d'émettre des recommandations. Mais ces recommandations ne sont pas gravées dans le marbre, d'abord. Et les sociétés savantes, si vous voulez, pour faire simple, elles ont un rôle, mais qui n'est que le leur. Je pense qu'elles se trompent un peu quand même sur leur rôle. Mais reprenons les sociétés savantes, par exemple de pédiatrie. C'était qui la société savante qui nous disait depuis le mois de mai, voire avril, que les enfants n'étaient pas contaminants, qu'il fallait donc les renvoyer à l'école, de ne pas mettre de masque, surtout pas, machin. Peu importe hein, si c'est vrai ou pas, moi j'en sais rien. Moi je les écoute, hein. C'est une société savante. Elle a dit quoi récemment, là, hier ou avant-hier? Elle a dit que finalement, ah oui, mais on a mis les masques, qu'est-ce qu'a dit le gouvernement? On a mis les masques aux enfants de 6 ans sur la foi des nouvelles recommandations de la société savante. En 6 mois, on a changé, disons. Alors bon, si vous voulez ce que pensent les sociétés savantes, je vais vous dire, pour être honnête, voilà quoi. Sans compter que le juge s'intéresse aux données internationales de la science. Donc, bon. Les sociétés savantes doivent d'abord apprendre à parler anglais, pour certaines d'entre elles. Quand on voit le niveau de traduction de certaines revues, on est assez étonné quand même. Hein. Je veux dire, peu importe, mais je pense à une ou deux sociétés, quand on voit le niveau de traduction des revues anglaises, des articles anglais, surpris. Hein. Enfin, les fake med. Les fake med, ils ont une part, si vous voulez, comme en toute chose, l'excès n'est jamais bon. Les fake med, ils posent des questions intéressantes. Mais ils apportent des réponses qui me semblent décalées, si vous voulez. Ils posent des questions intéressantes. Ils ont raison de dire que tout ne se vaut pas en médecine. Et tirer le signal d'alarme sur le fait que, attention, il y a des pratiques qui relèvent du charlatanisme et qui sont de la fake med, franchement, je pense qu'ils ont raison sur le fond. Tout est dans qu'est-ce qui est de la fake med? À partir de quand je suis dans la fake med? Et c'est là où je diverge avec eux. C'est que pour eux, tout ce qui n'est pas scientifiquement éprouvé par effectivement des études randomisées double aveugle n'est pas scientifiquement acceptable. Ça s'appelle du scientisme. C'est pas de la science, c'est du scientisme. Et du coup, ça devient dangereux, exactement comme ce qu'ils combattent. C'est-à-dire qu'à un moment, le défaut et l'excès sont tous les deux précisément dangereux. Le défaut de recommandation, le défaut de niveau de preuve est effectivement un problème. L'excès en est un dans la mesure où c'est occulter le fait qu'à ce rythme, on n'aurait jamais rien découvert. Les découvertes de la médecine ne se sont pas toutes faites, loin s'en faut, en double aveugle. J'ai effectivement rédigé un article là-dessus, j'ai publié un article sur le fait que le double aveugle ne devait pas être, n'était pas d'ailleurs, considéré par le juge comme un élément. Le juge, il s'en fout du double aveugle. Ça l'intéresse, bien sûr, comme niveau de preuve. Mais la HAS elle-même admet des niveaux de preuve qui ne sont pas les études randomisées double aveugle. Si vous voulez, les fake med, pour moi, ce sont des gens qui posent de bonnes questions mais qui apportent de mauvaises réponses. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie.